Bonjour, on se retrouve pour notre troisième webinaire consacré au tourisme durable. Donc aujourd'hui, on va parler de l'optimisation des achats responsables. Donc, je suis Mathilde Benedetto, consultante tourisme à la CCI du Var, donc qui est la CCI pilote en matière de tourisme dans la région PACA. Donc, je suis accompagnée de Bénédicte Serradey, qui est Bonjour. consultante, qui est consultante en RSE développement durable chez Perseid Conseil. Donc, Bénédicte, est-ce que tu peux passer la slide suivante, s'il te Bien plaît? sûr. Merci. Donc, ces webinaires, ils sont organisés et réalisés grâce au Fonds Tourisme Durable, donc qui est piloté par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Donc, merci. On est ensemble pendant 1 heure et demie, donc répartis de la façon suivante. Tout d'abord, la présentation interactive animée par Bénédicte, qui sera découpée en 4 grandes parties qu'elle vous présentera dans un instant, et ensuite ponctuée de plusieurs temps d'échange. Et ensuite, je vous présenterai le fonds tourisme durable. Tu peux passer. Merci. Donc, avant de commencer, je vous rappelle quelques consignes donc, pour le bon déroulement du webinaire. Donc, vos micros et vos caméras ont été coupés. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Vous avez la petite bulle hein, pour ça. Et comme je vous le disais, justement, Bénédicte consacrera un temps, enfin plusieurs moments d'échange pour répondre à vos questions. Donc, le webinaire, il est aussi enregistré. Vous recevrez donc le replay par mail dans les prochains jours. Et aussi, un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé par mail. Voilà, ben, je laisse la parole à Bénédicte. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Optimiser mes achats responsables. Donc le but, ça va être de répondre aux attentes des clients et des consommateurs finaux autour de la triple performance économique, sociale et environnementale. Donc je me présente, je suis Bénédicte Serradey. J'ai une carrière d'une quinzaine d'années dans les achats, pas toujours responsable, et j'ai monté mon cabinet de conseil, donc PRCI de conseil, il y a un petit peu plus d'1 an, pour réaligner mes valeurs personnelles à mon travail. Donc, j'aide les entreprises à intégrer le développement durable à leur activité. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir, nous allons commencer par une petite introduction au développement durable, à la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et un petit point sur l'économie circulaire pour que vous sachiez pourquoi on parle d'achat responsable. Et ensuite, on va rentrer dans le concret, les différentes étapes de la démarche d'achat responsable, les bénéfices, tout ce que ça va vous apporter, et les 3 volets d'action que vous allez pouvoir utiliser, l'alimentation, l'entretien et les autres achats. Et puis pour finir, on aura quelques exemples d'achats responsables dans certains établissements. Comme vous l'a dit Mathilde, ce webinaire sera entrecoupé de questions-réponses si vous le souhaitez, etc. Alors, on démarre par l'introduction sur quelques notions sur le développement durable, la RSE et l'économie circulaire. Le développement durable, il a été pour la première fois évoqué en 1987. Donc c'est quelque chose qui date un petit peu maintenant. Et la définition de référence, c'est le développement durable est un mode de développement, donc on parle bien de développement, qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc il y a bien une notion de, on a un développement économique, mais qui protège le développement économique des générations futures. Donc une notion qui date de 1987. Il est basé sur 3 piliers, l'environnement, l'économie et le social. Donc ce qui est important, c'est de savoir que le développement durable ne tourne pas que autour de l'environnement. Bien souvent, il est associé uniquement au côté écologique, etc. C'est vraiment, la durabilité, elle se situe vraiment dans les 3 piliers, environnement, social et économie. Donc, au niveau social, on va être sur du progrès social, c'est-à-dire satisfaire les besoins en santé, éducation, habitat, emploi, prévention de l'exclusion, équité intergénérationnelle, etc. Sur l'aspect environnement, on est bien sûr sur la protection de l'environnement, préserver la biodiversité et les ressources naturelles et énergétiques. Et enfin, sur l'économie, donc le troisième pilier, développement économique, créer des richesses et améliorer les conditions de vie matérielles. Donc c'est vraiment une notion très importante à retenir. Le développement durable, il est basé sur 3 piliers.
Rapidement, les 193 pays de l'ONU ont signé en 2015 les 17 objectifs de développement durable, ce qu'on appelle aussi les ODD, les 17 ODD. Donc, c'est une injonction en fait à travailler sur ces 17 points pour l'ensemble des pays. Donc là, quand on parle de développement durable, on est souvent au niveau macroéconomique, c'est-à-dire que ce sont vraiment les pays, les politiques nationales et internationales qui travaillent autour du développement durable. Donc, ces 17 objectifs, il n'y a pas d'objectif chiffré, il n'y a pas d'obligation à atteindre des objectifs pour les pays, les États, mais néanmoins, ils doivent travailler tous dans ce sens-là. Maintenant, la RSE, donc la responsabilité sociétale de l'entreprise. Finalement, la RSE, c'est l'intégration de ces grands principes à l'échelle de l'entreprise, donc à l'échelle microéconomique. Aujourd'hui, on sait que le développement durable, on n'arrivera pas à atteindre ces 17 objectifs de développement durable sans que tout le monde ne s'y mette, c'est-à-dire les entreprises, les consommateurs, etc., les collectivités. Donc finalement, une entreprise qui pratique la RSE va chercher à avoir un impact positif à la fois sur la société et l'environnement, tout en étant économiquement viable. Encore une fois, c'est très important. On retrouve les 3 piliers. Elle va protéger la planète, protéger la société, mais l'idée, c'est quand même que l'entreprise reste pérenne et rentable. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc l'aspect économique est très important aussi. On ne fait pas que de l'environnement, on ne fait pas que du social, on est bien sur l'équilibre des 3 piliers. Donc finalement, ça nous amène à une définition de la Commission européenne qui est la RSE est définie comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. Donc il y a plusieurs notions sur lesquelles on va revenir. C'est une intégration volontaire. Aujourd'hui, les entreprises de moins de 500 salariés n'ont pas d'obligation à intégrer une démarche RSE dans leur entreprise. C'est vraiment une intégration volontaire. Donc, c'est en fonction de votre sensibilité ou des intérêts qu'on verra plus tard. Au-delà de 500 salariés, on a ce qu'on appelle une déclaration de performance extra-financière, des indicateurs RSE que les grosses entreprises sont obligées de rendre. Donc, on intègre des préoccupations sociales et environnementales à nos activités économiques. Donc, on retrouve bien les 3 piliers du développement durable. Et un quatrième point important, c'est la relation avec les parties prenantes. Donc, on parle de dialogue avec les parties prenantes. La RSE, elle ne se fait pas toute seule dans son coin. Elle s'appuie sur les attentes de vos parties prenantes. Alors, qu'est-ce qu'une partie prenante? Finalement, c'est tous les acteurs qui sont autour de votre écosystème. Vous allez avoir vos clients, bien sûr, vos fournisseurs, vos collaborateurs. Ça, c'est les parties prenantes auxquelles on pense spontanément. Mais vous allez aussi avoir toutes les autres acteurs, à savoir la mairie, votre assureur, votre banquier, les associations, les fédérations, etc. Toutes ces parties prenantes-là ont des attentes vis-à-vis de vous, des intérêts, voire même du pouvoir sur votre établissement, votre activité. Et donc, il faut dialoguer avec ces parties prenantes à différents niveaux. En tout cas, elles sont encore une fois des ressources. Vous pouvez vous appuyer dessus, vous pouvez les questionner. C'est toujours très intéressant d'avoir les retours de vos parties prenantes. Voilà pour résumer sur la RSE. On va voir un peu plus concrètement plus tard. Quelques notions sur l'économie circulaire, qui est un moyen finalement d'intégrer la RSE dans l'entreprise. L'économie circulaire, elle s'oppose, si on peut dire, à l'économie linéaire. Aujourd'hui, notre économie, elle est de façon linéaire. On extrait des ressources, on produit, on consomme et on jette. Donc, ce qui pose un certain nombre de déchets, de problèmes un peu vis-à-vis des déchets, notamment sur notre ville de Marseille actuellement. Donc, l'idée de l'économie circulaire, finalement, c'est un cercle, c'est une comparaison finalement avec la nature. On est la seule espèce vivante à produire des déchets. La nature ne produit pas de déchets. Donc l'économie circulaire, elle est basée sur trois domaines d'action et 7 piliers. Et 2 piliers qui vont nous intéresser particulièrement aujourd'hui, ça va être l'approvisionnement durable et les achats responsables. Donc l'économie circulaire, c'est un système économique, on est toujours dans le volet économique, d'échange et de production,
qui, à tous les stades du cycle de vie, ça c'est très important, biens et services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement tout en permettant le bien-être des individus. Encore une fois, on retrouve les 3 piliers du développement durable. La partie économique, les ressources planétaires, donc l'impact sur l'environnement, et le bien-être des individus, l'impact social. Donc finalement, ça va être de réfléchir, quand vous achetez quelque chose, à l'ensemble du cycle de vie. Comment il a été produit et jusqu'où et comment il va finir, est-ce qu'il se recycle, et cetera. Alors, l'achat responsable finalement, la fonction achat, elle est au cœur de l'entreprise. En moyenne, c'est 50 de votre chiffre d'affaires. Donc c'est une part importante, d'amélioration finalement quand on parle de RSE. La fonction achat, elle est aussi en relation avec toutes les autres, fonctions de l'entreprise, notamment les fournisseurs bien entendu, hein. C'est un gros volet des achats responsables et c'est un bon vecteur de sensibilisation et de changement des pratiques. La RSE, c'est un vrai changement de pratique, en interne comme en externe. Vous allez voir que ça va impacter aussi vos fournisseurs, voilà, vos clients, vos collaborateurs. Donc finalement, mettre en place des achats responsables, c'est un très bon levier pour décliner une politique de responsabilité sociétale au sein de votre organisation. Alors, qu'est-ce qu'un achat responsable? Pour résumer, on retrouve les 3 piliers du développement durable. Donc sur l'aspect environnement, on va réduire l'utilisation des matières premières, éliminer les substances, toxiques ou dangereuses, minimiser les impacts de la fabrication, réduire les consommations d'énergie, optimiser les moyens de transport, opter pour des emballages recyclables. Ça, c'est sur le volet environnement. Sur le volet, économique, un achat responsable, ça va être de lutter contre le gaspillage, améliorer la durée de vie des produits et raisonner en coût global. On reviendra sur cette notion de coût global, un petit peu plus tard. Enfin, sur le troisième volet, l'aspect social, améliorer les conditions de travail des salariés, collaborer avec d'autres acteurs économiques et opter pour des achats locaux. Voilà. Et encore une fois, la durabilité, elle se situe au centre. Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre sur ces 3 piliers. Donc finalement, il faut repenser l'acte d'achat, c'est-à-dire revisiter ses besoins, intégrer des critères environnementaux et sociaux dans une logique de cycle de vie et de coût global. Donc la définition des achats responsables selon la norme ISO 20400, qui est certifiable, si vous le souhaitez. Un achat responsable est un achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques, on retrouve nos 3 piliers, sont les plus positifs possibles sur toute la durée de vie du cycle de vie, pardon, et qui aspire à réduire le plus possible les impacts négatifs. Donc on est bien sur, cette notion de circularité et de réduire les impacts négatifs. Voilà pour une longue introduction sur les achats responsables. Alors, comment on met ça en pratique dans votre établissement? On va commencer, d'ailleurs c'est, à peu près le même système que de mettre en pratique une démarche de responsabilité sociétale au sens, large. On commence par identifier les volets prioritaires. Donc entre ces 3 piliers, économique, social ou environnemental, quel est le volet prioritaire selon vous, selon votre établissement? Il faut savoir qu'une démarche, elle est vraiment sur mesure. C'est pas du copier-coller, donc c'est vraiment, quelque chose qui va vous ressembler. Donc le volet prioritaire de l'un ne va pas être, forcément le volet prioritaire de l'autre. Donc on identifie nos volets prioritaires. On identifie aussi le profil de son entreprise. Son positionnement. Est-ce qu'on va vouloir être leader, c'est-à-dire, vraiment, embarquer tout le monde, aller sur des choses très pointues? Ou est-ce qu'on va juste, faire le minimum qui est attendu? Donc on réfléchit à son positionnement, à sa propre motivation. Ensuite, on détermine les impacts environnementaux, les axes, d'amélioration et on commence à bâtir une stratégie. Pour cela, vous pouvez vous aider d'un SWOT. Donc, si vous ne connaissez pas, donc c'est un terme anglais qui consiste à identifier en fait les forces et faiblesses en interne de votre établissement et les opportunités et menaces, donc en externe, sur votre secteur.
Donc ça, c'est un exercice qui est très intéressant et qui se fait pas seulement sur les achats responsables, mais sur une politique globale. Donc de ça, on peut extraire sa politique d'achat durable, durable ou responsable, hein, on appelle ça de la même manière. Donc une fois que vous avez défini votre SWOT et votre politique d'achat, vous allez commencer à créer votre plan d'action. Donc à avoir des idées sur, voilà, sur ce volet environnemental, moi j'ai envie de faire ça. Donc combien ça va me prendre de temps? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est coûteux? Et cetera. Donc vous inscrivez des critères. Et un critère important sur lequel je vais insister, c'est la motivation. C'est-à-dire qu'un plan d'action, ça sert à rien de vous faire un plan d'action de 60 actions, si, la moitié, vous savez déjà que vous n'allez pas les faire. Ça n'a pas de sens. Il faut vraiment commencer par faire des actions, qui vous parlent, qui résonnent en vous. Donc critère de motivation qui est important. Donc ce tableau, tous ces supports, vous pouvez les retrouver sur le site de l'ADEME, hein. Il y a une grosse partie achat responsable, c'est une mine d'or ce site, donc il y a plein de choses à retrouver. Donc vous intégrez vos critères et donc cela vous permet de prioriser en fait vos actions. Si c'est possible, vous nommez un responsable qui est une sorte de pilote en fait de ces actions et vous estimez le temps de ces actions. Ensuite, important, il faut optimiser le process de qualification de mes fournisseurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire, process de qualification de mes fournisseurs? Finalement, pour faire des achats responsables, une manière relativement simple, c'est de choisir déjà des fournisseurs qui sont responsables. Donc vous allez pouvoir identifier les fournisseurs qui répondent déjà à des normes, par exemple la norme ISO 14000 qui est la norme environnementale, qui sont labellisés ISO 26000, donc c'est un label autour de la norme de la RSE, ou alors qui répondent à d'autres critères environnementaux. Donc on va pouvoir qualifier ces fournisseurs. Et ensuite, choisir le meilleur couple produit-fournisseur. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un produit, quel est le fournisseur qui répondra au mieux, donc selon nos critères environnementaux, sociaux et économiques, à ce besoin. Pensez vraiment, et c'est très important, donc à raisonner cycle de vie. Il peut y avoir un produit pas cher, mais que vous allez devoir racheter souvent parce que de mauvaise qualité. Il vaut mieux investir un peu plus dans un produit qui va durer. Donc ça sera plus économique quand on raisonne en coût global. Et bien penser encore une fois aux déchets que ces produits vont produire. Encore une fois, vous avez un petit lien vers le site de l'ADEME pour avoir un peu plus d'informations sur cette approche de cycle de vie. Et enfin, une fois que vous avez fait votre plan d'action, identifié les fournisseurs avec lesquels vous avez envie de poursuivre votre démarche et choisir les produits sur lesquels vous pourriez basculer, une dernière étape qui est très importante, qui est de déployer la démarche en interne et dans vos relations fournisseurs et de communiquer. Donc on parle bien de la communication en dernière étape. La communication, elle ne doit pas se faire au début de votre démarche. Pourquoi? Parce que ça pourrait s'apparenter à ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire qu'on parle de ce qu'on fait sans l'avoir vraiment fait. Donc il faut construire une démarche d'achat responsable et ensuite communiquer dessus. C'est très important de communiquer puisque vous allez avoir un rôle aussi d'essaimage, si on peut dire, de motivation pour d'autres entreprises qui ne se sentent pas encore capables de se lancer dans une démarche RSE ou d'achat responsable. Et donc, c'est important de montrer que c'est faisable et que c'est potentiellement facile, que ça vous ressemble, etc. Voilà pour les 5 étapes de la démarche. Est-ce que vous avez des questions sur ces étapes? N'hésitez pas à les poser dans le chat. Est-ce que vous voulez plus de détails sur le SWOT? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous-même, vous en avez déjà réalisé? Donc le SWOT, c'est un outil vraiment très utile. Vous pouvez le faire aussi bien pour votre entreprise d'une manière globale que sur un projet. Quelles vont être les forces et faiblesses de ce projet, les opportunités, les menaces en externe.
En menace, bien entendu, aujourd'hui, on a la menace de la pandémie. Donc ça, c'est une menace externe. En opportunité, il pourrait y avoir le fait que justement, après cette pandémie, les gens ont envie de se faire plaisir, de partir en vacances, etc. Et des forces et faiblesses en interne, votre force, ça peut être votre emplacement, ça peut être votre équipe, vos faiblesses, ça peut être la concurrence, etc. Donc c'est très intéressant de faire ce SWOT pour analyser un petit peu votre entreprise d'un regard, de prendre un peu de recul finalement, et de réviser ce SWOT au bout de 6 mois, par exemple. Dire, est-ce que il y a des choses qui ont changé? Est-ce que j'ai pu travailler sur mes faiblesses? Et voilà, donc capitaliser sur ce SWOT. Bon, écoute, on n'a pas de questions. On peut On passer continue? à la partie suivante. Alors, les bénéfices. Justement, on va encore vous donner la parole. À votre avis, quels sont les bénéfices concrets des achats responsables? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou répondre dans le chat? Est-ce que tu en vois Mathilde qui arrive ou pas? Pas tout de suite. Alors, la possibilité d'obtenir un label type clé verte, Oui, Feel Good Factor. oui. L'obtention d'un label, effectivement, c'est intéressant. C'est vraiment la dernière étape, hein. Je pense que pour ceux qui sont peut-être en cours de labellisation, vous voyez qu'il y a beaucoup de critères auxquels il faut répondre. Et d'ailleurs, on va parler de certains labels. Effectivement, on va parler de la clé verte tout à l'heure, entre autres. Mieux consommer, donc Mieux faire des consommer. économies à long terme. Exactement. Ça, c'est très important. Alors, le label est un atout pour Mhm. l'entreprise à l'étranger notamment. Oui, Pérenniser les relations avec les fournisseurs. tout à fait. Des économies sur la durée et une image positive. Oui, La cohérence avec la démarche globale. très important aussi. Oui. Et influence les fournisseurs dans la démarche. Alors, attends, j'ai tous les pop-up. Hop, En fait, j'ai pas besoin de continuer finalement. Toutes les réponses sont voilà, là. tout a été dit. Non, influence donc les fournisseurs dans la démarche et le développement de nouveaux produits. Oui, Le socle de la démarche. Fédérer les employés aussi oui. autour d'un projet. Asseoir la réalité de son action par un achat local. Mhm. Minimise les impacts pardon, énergétiques. Bon, bah écoutez, merci. Très On bien. va Oui, s'arrêter là et puis je super. te laisse compléter et Oui, rebondir sur ce qui a été je dit. pense qu'il y a énormément de choses qui ont été dites. Effectivement, à court terme, ça a été dit, diminution de mes consommations avec l'augmentation de la durée de vie, hein. Il y a une loi, je fais un petit aparté, la loi AGEC, qui est sortie en 2020. Vous avez dû être fortement impacté puisque la loi AGEC a fait sortir le plastique jetable. Elle condamne aussi l'obsolescence programmée. Donc ça, c'est des choses avec des décrets d'application, mais qui vont arriver. Donc effectivement, il y aura plus cette notion d'obsolescence programmée. Donc forcément, la durée des produits va augmenter. Donc on est sur la baisse de la consommation d'énergie. Meilleur suivi des défaillances potentielles de mes fournisseurs. Quand on dialogue avec nos parties prenantes, et notamment nos fournisseurs, on va être un peu alerté effectivement sur les difficultés qu'ils peuvent avoir. On en a parlé, valorisation de mon image auprès de mes clients, avec la labellisation notamment, mais pas que. Encore une fois, la labellisation, c'est la reconnaissance d'une démarche qui a été faite. Vous pouvez engager une démarche sans être pour autant labellisé, mais ça peut être reconnu déjà par vos clients. Améliorer la qualité et la valeur ajoutée de mes produits, bien entendu. Anticiper des évolutions réglementaires sur l'environnement. Encore une fois, quand vous êtes dans cette démarche d'achat responsable, vous allez veiller en fait aux prochaines réglementations, et il y en aura. Il y a des taxes carbone, il y a des choses qui se mettent en place. Donc c'est important de pouvoir les anticiper. Donc ça, c'était à court terme. Et à moyen terme, si certains sont concernés par les appels d'offres publics, ça maximise vos chances. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans les appels d'offres des institutions publiques, pardon, il y a un critère développement durable qui est de l'ordre de 15 points en général sur un appel d'offres. Donc,
de rentrer dans une démarche d'achat responsable et de RSE au sens large, ça va vous favoriser finalement dans ces appels d'offres. Répondre aux exigences de mes actionnaires, ça peut être une demande de vos actionnaires si vous en avez. Ça va sécuriser vos relations fournisseurs, ça je pense que ça a été dit, avec donc une réduction du risque de litige avec vos fournisseurs aussi. Encore une fois, quand on est dans le dialogue et dans la pérennité, ça avait été dit aussi, ben, il y a moins de litiges et de difficultés. Donc pareil sur le risque de défaillance fournisseur et la sécurisation des appros. Et ça a été dit aussi, la fédération de vos collaborateurs autour de ce projet d'entreprise. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, 75% ce qu'on appelle les millennials, ceux qui sont nés dans les années 2000, ont envie de travailler dans une entreprise qui se soucie de l'environnement et de l'homme. Donc, effectivement, pour attirer des talents, pour les maintenir dans votre entreprise, cette démarche, elle est très intéressante. C'est vraiment quelque chose qui va fédérer autour de ce projet. C'est vraiment un projet d'entreprise commun. La RSE, les achats responsables, ça va vraiment être votre stratégie d'entreprise et tout, dorénavant, découlera de ça. Aussi bien votre stratégie marketing que votre stratégie RH, etc. Et un point effectivement très important, tout ça va vous permettre de vous différencier de vos concurrents. Donc développer des avantages concurrentiels, favoriser l'innovation, vous allez trouver plein de nouvelles idées et améliorer l'image de l'entreprise, on en a parlé. Voilà pour les bénéfices concrets. Vous en avez cité beaucoup, je vous félicite. Alors, concrètement, sur les volets d'action, alors comment on peut intégrer dans une démarche d'achat responsable dans votre établissement? Déjà, premier volet, l'alimentation. L'alimentation, c'est la première cause de destruction de la biodiversité. Donc, c'est un poste important des émissions de gaz à effet de serre. Vous savez que ce sont ces émissions de gaz à effet de serre qui provoquent le réchauffement de la planète. Donc, entre 22 et 37% des émissions totales. Les suivantes, c'est l'industrie, le chauffage des bâtiments, etc. Face à ces enjeux, donc, voilà, on a besoin d'une prise de conscience générale et un changement des habitudes alimentaires. Donc ça, c'est très important. L'alimentation, c'est votre premier volet d'action. Alors, comment on peut jouer? Ben, commencer par offrir une alimentation saine et responsable. Tout à l'heure, on a parlé de labellisation pour votre établissement. Vous pouvez vous appuyer sur les labels des produits que vous allez acheter. Le premier, celui avec la feuille, là, c'est le label bio européen qui est le plus répandu. Ensuite, vous allez avoir donc celui d'agriculture biologique que vous devez connaître aussi sur les produits bio. Déméter, c'est un label qui combine le respect du cahier des charges bio avec celui de la biodynamie. Donc, vous allez le trouver sur le vin, notamment. Et le label Fairtrade, pardon, qui s'appelait anciennement Max Havelaar, donc qui est aussi connu par rapport à l'aspect éthique, équitable. Donc, commencez par offrir une alimentation saine et responsable. Vous pouvez aussi promouvoir une nouvelle forme de consommation. Proposer des repas végétariens, des produits de saison, des produits labels de qualité, pas d'espèces de poissons menacés, etc. Donc ça aussi, c'est des choses que vous faites peut-être déjà, mais qu'il faut mettre en avant dans votre démarche d'achat responsable. Mesurer le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, en France, on jette 16 millions de tonnes de déchets alimentaires. Pas de déchets, on jette 16 millions de tonnes d'aliments, donc qui sont propres à la consommation. Et mettre en place des actions de réduction. Donc ça peut être peser les déchets qui retournent en cuisine, etc. Le petit pain qui n'est pas utilisé voilà, quand vous le proposez à vos clients, etc. Valoriser l'eau du robinet. Alors peut-être que ça va être un manque à gagner pour vous par rapport à la vente de bouteilles, mais effectivement aujourd'hui en France on a de l'eau qui est tout à fait buvable, donc on peut la valoriser. Deuxième aspect, donc on a parlé de l'alimentation. Deuxième aspect, deuxième volet d'action, l'entretien.
Donc, les produits chimiques sont une source majeure de pollution de l'air intérieur et de l'environnement. On parle souvent de l'environnement, mais on oublie l'air intérieur, on n'y pense pas assez. Donc là aussi, on peut aller vers des produits labellisés. Donc ça peut être des produits écolabel, donc ça c'est un label européen, ou EcoCert. Donc c'est des produits qui vont être moins impactants pour l'environnement et la santé de vos employés. Vous pouvez utiliser des méthodes de désinfection non chimiques, comme le nettoyage à la vapeur. Donc c'est un investissement intéressant, le nettoyage à la vapeur, et écologique, hein, c'est une alternative économique en eau par rapport au seau et à la serpillière. Et ça évite l'utilisation de produits chimiques qui sont souvent allergènes. Ensuite, toujours sur l'entretien, on peut utiliser, alors en période de Covid, c'est peut-être un peu compliqué, mais on peut utiliser des moyens alternatifs au nettoyage chimique, comme le savon noir, le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc, etc. Donc, c'est ces anciens produits, on va dire, qu'on peut remettre au goût du jour. Limiter le recours aux désodorisants. Et enfin, mais ne pas surdoser. Choisir un prestataire de linge avec une démarche environnementale, comme on en a parlé tout à l'heure sur les achats, sur vos choix de fournisseurs, effectivement, ça peut aller jusqu'à vos prestataires. Donc, vous avez aujourd'hui des prestataires de linge qui rentrent dans une démarche environnementale. Donc, la démarche d'achat, elle repose sur une connaissance précise du besoin. Donc, ça s'applique aussi sur les produits d'entretien. Donc, on a fait le volet alimentation, l'entretien, et sur les autres achats, de la même manière, privilégiez des produits porteurs de labels lorsque vous rénovez vos locaux, vos mobiliers. Donc PEFC et FSC, c'est sur le bois, et normes françaises environnementales sur un certain nombre de produits. Privilégiez des produits de papeterie porteurs d'un écolabel, notamment l'écolabel Imprime Vert. Sur vos petits produits d'accueil, partez sur des produits d'accueil locaux ou de la même manière porteurs d'un écolabel. Et sur la bureautique, par exemple, choisir du matériel Energy Star. Choisir des matériels moins énergivores, ça vous y aurez aussi un intérêt économique. Choisir un label écologique pour le linge, le coton bio par exemple, le lin ou le bambou qui sont moins consommateurs d'eau et de pesticides. Donc là aussi, vous pouvez retrouver des labels. Donc tous ces labels vous orientent en fait sur. Et valoriser le linge lorsqu'il n'est plus utilisé, donc le transformer par exemple en torchon, en protection des plantations, etc., plutôt que de le jeter. Ne plus utiliser des pesticides et des engrais chimiques pour vos jardins. Alors bien sûr, encore une fois, toutes ces actions, c'est du bon sens. Donc nid de guêpes et frelons, c'est sûr que ce sera compliqué. Mais pour le reste, vous pouvez privilégier des alternatives naturelles. Et pourquoi pas traiter les piscines par électrolyse au sel. Donc ça, c'est puisqu'on utilise beaucoup le chlore, mais qui est une substance corrosive, irritante et nocive pour l'environnement et la santé humaine. Donc on peut éventuellement basculer sur l'électrolyse au sel. C'est plus naturel, plus écologique et sans effet irritant ni allergène. L'eau reste quand même 10 fois moins salée que la mer, hein, donc voilà pour les volets d'action sur les 3 domaines, donc l'alimentation, l'entretien et les autres achats. Avez-vous des questions sur ces volets d'action? Alors, on a eu une remarque, en fait, Oui, lorsque tu parlais des circuits courts. Il n'y a aucun label pour les circuits courts, c'est dommage. oui, Mieux vaut un produit local responsable plutôt que mexicain et bio. oui, tout à Voilà. fait. Effectivement, C'est... ça fait partie des discussions qui ne sont pas toujours évidentes. En effet, le produit local qui a été moins transporté et souvent il y a un impact environnemental plus faible qu'un produit bio. Le bio, effectivement, il faut faire attention
C'est pour ça que je vous ai mis quelques labels. Il y a énormément de labels privés. Faites attention à ça, hein. Il y a des entreprises qui sortent leur propre label, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Les labels vont être un petit peu réglementés justement par la Commission européenne. Donc, il devrait y avoir un peu un tri dans les années à venir, parce qu'effectivement, tout le monde a sorti son propre label. Mais donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on achète. Et encore une fois, les achats responsables comme la RSE, c'est du bon sens. Donc en effet, il vaut mieux acheter local chez votre producteur d'à côté, si tant est que lui-même n'utilise pas trop quand même de pesticides et autres, plutôt que d'acheter à l'autre bout de la planète. Et quel est le surcoût à court terme des achats responsables? Alors, alors c'est très difficile à chiffrer, parce que vous allez avoir des économies d'énergie, vous allez avoir même des économies par rapport à votre, on parle de l'aspect social, par rapport à votre personnel qui va être plus impliqué, etc. Finalement, il y aura peut-être moins de turnover. Donc en fait, il y a des gains que vous allez faire qui sont difficilement chiffrables, mais qui sont véritables. Donc c'est difficile à chiffrer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les démarches d'achat responsable et de RSE, c'est du sur-mesure. Donc en fonction de ce que vous allez mettre en place, il y a des choses où vous allez peut-être devoir investir. On parlait par exemple de l'électrolyse au sel. C'est sûr qu'au départ, il y a un investissement, mais au fur et à mesure, ça sera rentable. Pardon. Il y a une étude qui date de 2017 de France Stratégie qui donne un peu un chiffre, quand même, une estimation. Une entreprise qui se lance dans une démarche RSE, on ne parle pas que d'achat responsable, on parle vraiment au niveau global, donc de responsabilité sociétale, elle est 13% plus rentable qu'une entreprise qui n'a pas engagé de démarche. Donc 13%. Maintenant, ça c'est encore une fois une moyenne, ça va dépendre de vos actions, ça va dépendre d'un certain nombre d'éléments. Mais il ne faut pas oublier voilà, tout ce qu'on appelle les coûts cachés en fait. Euh, tout ce que vous payez sans forcément vous en rendre compte au jour le jour. Donc c'est Tout pour à ça l'heure qu'il faut raisonner en coût global. Pardon, oui. Tout à l'heure, quand tu parlais des produits d'entretien, tu disais donc éviter les désodorisants. Est-ce que tu entendais par là les aérosols? Oui, c'est surtout les aérosols avec les petites particules. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il serait possible d'obtenir l'étude justement de France Stratégie de 2017? Oui, je pourrais te Elle est la joindre accessible? pour que. Oui, oui, elle est D'accord. accessible. Je pense que si vous tapez France Stratégie, Mm. bénéfice RSE, Mm. quelque chose comme ça, mais Ben, je on te la donnerai le joindra. lien, Mathilde. Mm, Oui, bien sûr. ça marche. Dans quel ordre est-il mieux de déployer la démarche? Euh, Dans quel ordre? Alors bon, c'est important de suivre les étapes qu'on a vues tout à l'heure. Après, pour moi, il n'y a pas forcément d'ordre. Il y a encore une fois cet aspect motivation, c'est-à-dire que quoi que vous allez entamer, bah, ça sera bien de toute façon. Donc ça, vous pouvez vous faire confiance et être serein là-dessus. Il n'y a pas forcément d'ordre. Si on parle, alors la question est peut-être un peu floue. Si on parle de la démarche RSE, il faut un engagement de la direction, etc. Donc ça, il faut, enfin, aujourd'hui, vous êtes peut-être tous déjà des dirigeants, mais il faut que vous croyiez en la démarche, sinon vous n'arriverez pas à la porter dans votre entreprise. Mais après, les achats responsables, c'est un gros levier d'action. Donc effectivement, c'est important de démarrer, encore une fois, quand vous rentrez dans une démarche de responsabilité sociétale, d'engager des achats responsables. Après, il y a d'autres volets que vous pourrez creuser, mais voilà, aujourd'hui, on est sur, sur la discussion sur les achats responsables. C'est un gros levier d'action. L'alimentation, pour moi, serait prioritaire s'il fallait en choisir un. C'est à la fois prioritaire et c'est à la fois relativement facile, finalement. Est-ce que vous voulez rebondir sur les achats liés à l'alimentation, liés à l'entretien? Est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet? Donc là, pardon, les leviers d'action dont je vous ai parlé, on a parlé tout à l'heure des labels. C'est les leviers que vous allez pouvoir retrouver dans le label La Clé Verte, notamment. Donc, c'est des critères qui sont validés pour une labellisation à La Clé Verte, entre autres. On retrouve bien sûr sur d'autres labels. Après, peut-être certains d'entre vous voulaient réagir, nous donner d'autres tips que vous avez mis en place chez vous?
Dans votre entreprise? Écoute, pour le moment, plus de questions. D'accord. On peut Bah, poursuivre. justement, peut-être que ça va donner des idées. On a bien avancé. Je vais vous présenter trois exemples d'achats responsables. Peut-être que ça fera écho et que certains ensuite pourront partager leur propre démarche, parce que je suis convaincue, bien souvent d'ailleurs dans une étape de RSE, on fait ce qu'on appelle un diagnostic RSE. On fait le point sur ce qu'on a déjà mis en place et pour lesquels on ne pense pas forcément euh, que ça rentre dans cette démarche. Donc je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà mis en place des choses. Ce sera effectivement intéressant de les partager. Donc là, je vais vous présenter trois exemples d'achat responsable. Donc, Graines de Tilia, c'est une chambre d'hôte. Donc, eux, ils ont misé en effet donc, sur le volet alimentation, sur l'alimentation locale de saison, fait maison et presque entièrement végétarienne. Donc voilà, donc ça a permis de réduire l'impact environnemental, ne pas participer au processus de déforestation, puisque le gros sujet sur l'alimentation, oui, je peux peut-être faire un petit aparté sur les viandes, notamment le bœuf. Aujourd'hui, pour produire 1 kilo de bœuf, il faut 17 000 litres d'eau. 17 000 litres d'eau. Donc le bœuf, en termes d'impact environnemental, c'est énorme. C'est pour ça qu'on demande, en fait, enfin, on parle de plus en plus de limiter la consommation de bœuf. L'homme n'a pas forcément besoin de manger de viande rouge aussi souvent, une fois par semaine, c'est largement suffisant. Il faut après des apports protéiques, de protéines par ailleurs, mais voilà, vous pouvez drastiquement baisser la consommation de bœuf. Et tout à l'heure, on parlait d'économie, enfin voilà, c'est sûr que à titre personnel, hein, dans votre vie de tous les jours vous-même, si vous baissez votre consommation de bœuf, le portefeuille s'en fait aussi ressentir. Donc pourquoi le bœuf? Parce qu'effectivement, on déforeste et on plante énormément d'alimentation à destination des bœufs. Voilà. Euh, donc, effectivement, réduction de la viande. Euh, Elle développe, elle, du poisson, donc avec une production gérée durablement, afin de satisfaire quand même les clients. Et puis, elle a son propre potager. Donc, ça aussi, hein, ça peut être pris en compte dans une labellisation. Elle travaille, encore une fois, bah, là aussi, bon exemple avec les parties prenantes, hein, donc elle est sur du local, elle travaille avec la ferme voisine qui a une agriculture biologique pour garantir la fraîcheur et la qualité des produits. Donc bah, tout ça joue aussi sur la santé. Donc bah, on parlait aussi de sous tout à l'heure, c'est un projet dont le coût peut être adaptable et raisonnable. Puisque on est sur du local, on diminue les intermédiaires, donc les marges des uns et des autres. Donc finalement, ça ne coûte pas forcément plus cher d'acheter local, d'acheter sain, d'acheter bio. Voilà. Et surtout, ça inspire ensuite la clientèle à continuer à entrer dans une démarche écologique. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur cet aspect alimentation? Alors, on parle toujours de bœuf, mais acheter du poisson, c'est aussi cher et Oui, qu'il y a aussi des problèmes de réduction des poissons dans les océans. Donc, il faut oui, trouver un équilibre, c'est vrai. c'est Poisson, vrai. viande, C'est vrai. les ressources sont pas inépuisables. Non, c'est ça. C'est vrai que Mm. la surpêche est un enjeu aussi, hein, c'est un vrai souci. Donc, on a tellement fait de surpêche qu'il y a beaucoup moins de poissons dans la mer. Et donc, bah, par définition, il devient plus cher aussi. Donc, effectivement, il faut aller sur des compléments maintenant autres, hein, tout ce qui est graines, voilà, tout pour continuer à être en bonne santé. Mais c'est vrai que nous, en France, on aime bien manger, bien manger des plats de viande et autres. Voilà, ça va être une éducation. Euh, et en parlant d'éducation, je fais un petit aparté sur les cantines scolaires. Je ne sais pas, certains d'entre vous doivent avoir des enfants. Donc dans les cantines, c'est des choses qui commencent à se mettre en place également. Les repas végétariens, les repas avec des protéines autres que de la viande animale ou du poisson. Donc, euh, donc voilà, ça va être une éducation. Voilà, notre génération, enfin la mienne en tout cas,
et celle de nos parents, c'est peut-être compliqué, mais voilà, sur les générations futures, ils seront un peu plus habitués à ça. De la même manière qu'ils ont entendu parler du développement durable, qu'ils ont entendu parler du problème des déchets, etc. Donc On ça fait partie des opportunités dans votre SWOT, c'est cette conscience qu'on a de plus en plus autour du développement durable. on nous a aussi partagé un outil pour calculer l'empreinte carbone des Oui, plats, très donc bien. ça peut être intéressant. Oui, tout à fait. Merci. Merci, oui, ça c'est très intéressant. On peut calculer l'empreinte carbone des plats et d'ailleurs vous pouvez l'afficher hein, sur vos cartes. C'est quelque chose, encore une fois, que les clients commencent à entendre. Voilà, cette notion d'empreinte carbone, empreinte écologique. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre avec un petit logo ou quelque chose en disant empreinte carbone faible ou des choses comme ça. Ça, c'est très intéressant. Et après, à titre personnel ou même pour votre établissement, vous pouvez aussi calculer l'empreinte carbone de votre établissement ou de vous-même. Sur l'outil de l'ADEME, ça s'appelle Nos gestes climat. Voilà, vous calculez votre empreinte carbone. Ça vous permet de voir sur quel volet de la RSE, du développement durable, vous pouvez agir. Ça peut être sur le transport, ça peut être sur plein de choses. Mais Et beaucoup sur l'alimentation. pour revenir sur les poissons aussi, c'est vrai que c'est préférable de choisir des poissons de saison. On nous a partagé donc le label Mister Good Fish, Oui, qui peut être tout à fait. intéressant. Merci pour vos partages. Voilà donc pour un exemple sur l'alimentation locale. Là, c'est un exemple donc d'un gîte dans le 76 en Normandie par là, donc qui a opté pour le nettoyage vapeur. Donc on en a parlé tout à l'heure, donc un nettoyage écologique, donc pas de produits chimiques complémentaires. Donc là, on fait des économies. Bien sûr, il y a l'investissement sur les nettoyeurs vapeur, mais assez vite rentabilisé par l'économie sur les produits chimiques, donc beaucoup moins polluant. Voilà, donc ça dégraisse, ça nettoie en profondeur, donc c'est plus efficace. Donc là, bah, un nettoyeur professionnel, c'est entre 500 et 3 000 euros. Est-ce que quelqu'un a opté pour le nettoyage vapeur, peut-être? Oui, c'est déjà arrivé. Donc pas de Un retour hébergeur. oui, Si deux participants, ouais. d'accord, et pas de retour, pas de contraintes particulières? Pas de soucis particuliers avec cette méthode de nettoyage? Est-ce qu'ils en sont satisfaits? Est-ce que vous avez vu une différence sur le linge et aussi en C'est économie d'eau? les surfaces. Au contraire, c'est rapide. OK, donc plutôt un retour positif, donc bah, j'engage les autres établissements à faire de même. Mm. Plus de serpillière à laver. Ouais, c'est ça. C'est pareil à la maison, hein, vous avez des nettoyeurs vapeur qui qui sont assez maniables pour la maison également. Et enfin, donc, bah, là, c'est l'exemple de l'électrolyse au sel sur un établissement, sur un hôtel spa, donc le Clos des Sources. Hem, donc c'est plus rentable sur le long terme qu'une simple utilisation du chlore chimique. Donc là aussi, on parlait d'investissement tout à l'heure. Effectivement, il y a un investissement, mais qui est rentable. Encore une fois, on a parlé du coût global, ça c'est très important. Et effectivement, il va falloir investir, mais vous allez avoir vite le retour sur investissement. Donc l'eau traitée, elle est sans odeur, elle n'est pas irritante pour la peau et les muqueuses, elle est adoucie, voilà, un aspect soyeux. Donc a priori avec un bon retour des clients. Est-ce que certains ont des piscines et sont passés à l'électrolyse au sel?
En attendant qu'on ait des réponses Ouais. à ce sujet, juste une personne qui rebondit sur tout à l'heure le nettoyage vapeur. Est-ce que ça peut fonctionner en cuisine? HACCP. Ouais, ça, il faudrait que je vérifie. D'accord. Peut-être pas sur l'ensemble des surfaces. Et pour l'électrolyse, est-ce que du coup, donc il y a des personnes qui l'utilisent depuis longtemps, est-ce que c'est valable pour des piscines de camping? Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, ça peut être dimensionné. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Donc là, le chlore va fortement augmenter hein, dans les semaines et mois à venir. De toute façon, toutes les ressources qui sont, bah, qui polluent hein, d'une manière générale vont augmenter du fait de la taxe carbone, d'un certain nombre de choses. Donc effectivement, il vaut mieux, justement, encore une fois, anticiper ces changements réglementaires et de taxation et passer directement sur des solutions plus responsables. Euh, Ça vous évitera d'avoir des fortes hausses sur les produits d'entretien notamment. Le chlore, il va prendre, dans ce que j'ai entendu, il va prendre 30% hein, cette année. Donc c'est pas rien pour ceux qui ont des grandes piscines. Alors, tout à l'heure, on avait des questions. Euh, donc, il y a eu un questionnaire anti-gaspi qui a été mis en place par une participante auprès de ses employés. Ouais. Elle demandait aussi quelles mesures ils peuvent mettre en place à leur niveau, les employés. Les employés. Alors ça va dépendre de quoi on parle. Est-ce qu'on est plus sur l'alimentation ou autre? Euh, le gaspillage alimentaire, ça peut être alors je ne sais pas si c'est aux employés de mettre ça en place, mais effectivement déjà de faire un audit de ce qui revient en cuisine, donc de peser les aliments qui reviennent en cuisine, d'identifier, de éventuellement réduire les quantités ou alors de proposer aux clients plusieurs tailles d'assiettes ou des choses comme ça, ou des accompagnements, voilà. Peut-être proposer au départ moins d'accompagnement, moins de légumes, de riz, de choses comme ça, et de dire si vous en voulez, voilà, on peut vous resservir, etc. Ça peut être des solutions. Après, sur les produits d'entretien et autres, il y a tout un aspect éco-geste qu'on peut mettre en place, donc sur la juste utilisation de besoins. Vos employés peuvent être formés à l'utilisation des produits. Voilà, encore une fois, utiliser la juste dose si vous utilisez encore des produits chimiques pour vraiment limiter. Donc, toutes ces formations sur les éco-gestes, que ce soit en cuisine, que ce soit au niveau de l'entretien, etc. Ça, c'est aussi très important. En fait, c'est de la sensibilisation. Hein. Vos collaborateurs feront spontanément ce qu'il faut s'ils savent pourquoi ils le font. Donc ça, c'est très important de partager. On l'a vu, hein, vos collaborateurs, ce sont des parties prenantes. Donc c'est important de les impliquer dans cette démarche-là, qu'ils comprennent pourquoi vous vous lancez là-dedans. Vous ne pouvez pas juste décider, tiens, hop, je vais mettre en place les achats responsables et tout le monde va s'y plier. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui fédère vos équipes et qui comprennent pourquoi ils le font. Une personne qui rebondissait sur enfin, les produits d'entretien. Lui, il a supprimé tous ses produits d'entretien. Il a mis en place l'ozone à queue au sein de son hôtel. D'accord, ouais, c'est bien, c'est innovant, ouais. Est-ce Bien, que regarde. tu peux nous en dire un peu plus Alors à sur ce l'ozone à sujet? queue, je ne suis pas assez spécialiste du sujet, mais pareil, je vais voir un petit peu ce Ça que je marche. retrouve sur, sur cet aspect-là. Alors, la seule difficulté à l'acculturation des éco-gestes est la motivation des collaborateurs et la difficulté face au turnover du personnel. Effectivement, bon, le turnover, en plus, je sais que votre domaine d'activité est particulièrement
fragilisé après le Covid. Vous avez une difficulté en plus de recrutement, etc. Donc, c'est compliqué, mais encore une fois, c'est important de porter ce projet et de faire participer vos collaborateurs. Vos collaborateurs sont des mines en fait d'idées. Donc, le plan d'action, il peut être co-construit avec vos collaborateurs. S'ils s'impliquent, bah forcément, si ce sont leurs idées, ils les mettront plus facilement en place que si c'est vous qui décidez de faire ça. Donc c'est important de les intégrer. Le turnover, encore une fois, voilà, la responsabilité sociétale de l'entreprise peut être un moyen de retenir aussi vos collaborateurs. Et puis sur les économies, sur les éco-gestes et autres, pourquoi pas les challenger en fait, leur dire bah voilà, si on économise, je vais dire comme ça au hasard 10% de produits suite à la formation éco-gestes, pourquoi pas leur rétribuer un chèque cadeau ou quelque chose par les économies que vous ferez sur l'utilisation et sur l'achat des produits. Donc encore une fois, tout ça, ça se co-construit. C'est des choses qu'il faut partager avec vos collaborateurs. Apparemment, l'ozone, c'est pas suffisant pour, nettoyer, en Ah, cuisine. d'accord. Et je consulterai la réglementation là-dessus, si vous voulez, je la partagerai. Et justement par rapport à la cuisine, est-ce que le titre de maître restaurateur, met en place, justement, des actions? Est-ce qu'il y a une démarche RSE qui est intégrée dedans? Pareil, ça, j'ai pas la réponse. Je me renseignerai, maître restaurateur. Aujourd'hui, de toute façon, tout ce qui est labellisation, ça passe forcément par du développement durable. Il y a, voilà, c'est une notion qui est intégrée, donc je vérifierai sur cette notion de maître restaurateur. Est-ce qu'on conclut sur cette partie-là? Il n'y a plus d'autres remarques? Est-ce que vous avez d'autres questions? Bah, on peut passer à la conclusion et puis, Alors, si jamais on aura un autre temps d'échange, oui, par la exact. suite. Donc, ce qu'on entend souvent, les achats durables coûtent plus cher. Donc, on peut dire maintenant que c'est faux. Acheter durable, c'est acheter des produits mieux conçus, qui utilisent moins de matière, moins d'énergie, plus efficaces à l'utilisation. Donc, vous allez y gagner. Autre, phrase qu'on entend, mon établissement est de taille trop modeste pour être concerné. Et là aussi, bien entendu, c'est faux. Les établissements de tourisme doivent aussi se lancer dans une politique d'achat durable par des actions simples et rentables, et quelle que soit la taille. Vous pouvez le faire à titre personnel comme au niveau de votre établissement. Donc il y a pas de petite taille, il n'y a pas de voilà. Non, on peut le faire à tout niveau. Donc finalement, en conclusion, hein, acheter durable et économiser, c'est possible. Donc je vous engage à le faire. Donc pour aller plus loin, je vous ai mis le lien vers la norme ISO 20400 sur les achats responsables. Il y a aussi un observatoire des achats responsables où vous allez pouvoir trouver plein de réponses. Et puis, la boîte à outils des achats responsables, donc de l'ADEME, je vous en ai parlé tout à l'heure. Là aussi, énormément d'informations et d'outils pour vous lancer dans cette démarche. Donc, vous pouvez vraiment vous appuyer dessus. Il y a les étapes en fait hein, que vous allez un peu retrouver. Avec des supports, avec le SWOT, avec des modèles de plan d'action, des modèles de qualification fournisseurs, etc. Donc vous pouvez vraiment vous appuyer sur cet outil-là. Et puis le lien, encore une fois, il existe d'autres labels, hein, mais la clé verte, voilà, pour si vous souhaitez viser une labellisation sur le développement durable pour les hôtels-restaurants. Vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions? Bon, on va poursuivre. Oui.
Alors, je vous parlais tout à l'heure en introduction du fonds tourisme durable, hein, par lequel ces webinaires ont été possibles. Donc, le fonds tourisme durable, c'est un dispositif qui est piloté par l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique. Euh, et comment dire, c'est un dispositif qui s'inscrit dans le cadre du plan France Relance. Donc, il est déployé par les CCI territoriales dans vos départements et aussi par les parcs naturels régionaux. Donc l'objectif du fonds, c'est de soutenir les hébergeurs et les restaurateurs via des aides euh, donc sur des territoires ruraux pour mettre en place une démarche vers le tourisme durable. Et donc, pour ça, il y a deux actions. Le diagnostic qui est réalisé par un conseiller de la CCI et qui aboutit sur un plan d'action opérationnel. Donc, c'est un diagnostic qui est gratuit. Vous repartez avec votre plan d'action opérationnel. Donc, c'est très utile pour justement voilà, imaginer des actions auxquelles vous n'auriez pas pensé et aussi pour hiérarchiser ces actions. Et en plus de ça, vous pouvez demander un financement pour enfin, une partie des coûts d'investissement liés à la transition écologique. Donc, dépêchez-vous, n'hésitez pas à contacter vos conseillers. Donc, tu peux passer Oui. la slide suivante. Merci. On vous a mis donc le lien du replay qui était consacré justement au fonds tourisme durable. Donc, je vous le remettrai dans le chat juste avant de quitter. Et aussi, vous le retrouverez par mail avec le replay de ce webinaire. Donc, vous pouvez aussi consulter le site spécifique dédié au fonds tourisme durable en région PACA et tester votre éligibilité. Parce que, comme je vous disais, donc, il y a un code NAF par rapport à hébergeurs-restaurateurs, mais aussi la notion de territoire, territoire ruraux. Donc voilà. Et ensuite, vous recevrez donc par mail hein, les liens. Donc je vous disais tout à l'heure, dépêchez-vous parce que si vous voulez, le fonds va se poursuivre jusqu'en 2022. Par contre, nous, à la CCI, on a besoin de vos éléments, donc c'est-à-dire de réaliser le diagnostic et le plan d'action et aussi de vérifier que tout votre dossier soit complet avant mi-février. Voilà, donc tu peux passer la slide suivante. Donc voilà, vous retrouvez ici la liste des conseillers dédiés au tourisme durable. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux hein, si vous avez des questions. Je vous disais tout à l'heure, donc on vous enverra un questionnaire de satisfaction par mail hein, pour savoir si ce replay vous a plu et aussi savoir les thématiques que vous souhaiteriez voir abordées dans les autres webinaires. Si on peut en mettre en place, si vous avez des besoins sur le tourisme durable, c'est avec plaisir qu'on en ouvrira un autre. Alors, je vois quelques questions. Pourra-t-on avoir un retour écrit de ces adresses, bien sûr? Quel label pour uniquement les restaurants? Alors là, je te passe la parole. Bah, je vous ferai une petite liste. Alors, il y a justement, j'étais en train de regarder maître restaurateur. Donc, je regardais s'il y avait une démarche éco-responsable. Pas vraiment encore. Il y a quand même cette notion de saisonnalité des produits, bien entendu. Donc, c'est un cahier des charges qui est basé sur professionnalisme et qualification du chef, traçabilité, saisonnalité des produits. Euh, sur les labels de restaurateurs, il y a fait maison. Je vous les enverrai aussi hein, si on fait un petit retour, Mathilde, avec les questions. Je joindrai les différents labels spécifiques aux restaurateurs. Alors, peut-on avoir le nom de la responsable CCI? Oui, je vous la communiquerai, il n'y a pas de souci. C'est Sylvie Partineau au niveau du Var. Et donc, la CCI du Var, c'est la pilote, hein, comme je vous disais, sur toute la région PACA. S'il y a d'autres retours,
Est-ce que Bénédicte, toi, tu as été déjà confrontée quand tu as visité des lieux à des pratiques qui te semblaient pas, comment dire, qui étaient vraiment à bannir? Et justement, tu as vu d'autres actions qui étaient intéressantes et qui pourraient être utiles à nos participants aujourd'hui? Oui, alors, D'autres- j'ai accompagné, quelques restaurateurs. Alors à bannir, non, et puis je vous le dirai pas de toute façon. Mais effectivement, il y a toujours, mieux à faire. J'ai un restaurateur qui me dit: «Non, mais moi, le gaspillage alimentaire, je ne suis pas concerné», et je suis restée, j'ai profité pour, déjeuner, chez lui, et voilà, j'ai remarqué quand même qu'à chaque retour, le pain était jeté directement, et cetera. Donc je lui dis typiquement, le pain, tu peux le récupérer, le donner à l'agriculteur d'à côté, etc. D'ailleurs, ça me fait rebondir, oui, sur un restaurant que j'ai accompagné à Lambesc, qui lui a des poules déjà. Donc, effectivement, tous ces déchets partent au niveau de ces poules, et aussi au niveau de l'agriculteur d'à côté. Donc, voilà, il y a un procédé, un échange de bons procédés avec l'agriculteur d'à côté. Après, oui, ce qui est important au niveau de la restauration, c'est les éco-gestes, hein. C'est, ça peut être tout bête, hein, mais sur les marmites d'eau, mettre un couvercle, on gagne 30% d'énergie en mettant un couvercle quand on fait chauffer de l'eau. Euh, c'est protéger, par exemple, les salamandres et autres, par enfin, mettre voilà, un produit qui est ensuite plus facilement nettoyable. Ça évite d'utiliser énormément de produits. Encore une fois, former vos collaborateurs à l'utilisation des produits nettoyants en cuisine. Voilà. Euh, sur, euh, sur l'épluchage, ça peut être, plutôt que d'utiliser des économes qui enlèvent une partie importante de la matière, finalement, du produit, du légume, ça peut être juste brosser le légume avec une brosse en fer exprès. Voilà. Il peut y avoir comme ça plein de petites astuces. Je peux faire parvenir une liste d'éco-gestes spécifiques à la restauration, notamment, si vous le souhaitez. Après, c'est sûr qu'en restauration, selon votre emplacement, ça peut être compliqué. Vous devez devoir faire appel peut-être à des grosses centrales type métro et autres, hein. On ne peut pas tout acheter en local, on ne peut pas tout acheter à proximité. Et voilà, l'idée, c'est déjà la RSE et la démarche d'achat responsable, ce sont vraiment des démarches d'amélioration continue, donc de petits pas. Donc on fait petit à petit. Et petit à petit, on se fixe des objectifs plus importants. Mais encore une fois, chacun fait sa part, chacun fait son petit bout, et puis voilà, ça se développe et on s'améliore tous ensemble. On a une réaction par rapport au jardinage. Euh, Pensez à engager un ESAT en Un espace ESAT, vert. oui. Un ESAT, pardon. Oui. Oui, tout à fait. Donc les ESAT, c'est ce qu'on appelait avant les CAT, hein, donc c'est établissements, je ne sais plus la définition des ESAT, mais en tout cas, c'est des établissements qui font travailler les personnes en situation de handicap. Ouais. Donc effectivement, l'aspect social là-dessus est très intéressant, ouais. Faire travailler les ESAT. En plus, vous avez, en faisant travailler les ESAT, vous avez une minoration de votre taxe AGFIP. Vous avez 6%, je crois, à reverser euh, sur cet aspect-là si vous n'employez pas de personnel handicapé. Donc là, de travailler avec des ESAT, y compris par exemple pour la papeterie, hein. Les ESAT font beaucoup de choses au niveau papeterie. Si vous achetez des produits des ESAT, c'est, ça vous enlève un bout de votre taxe AGFIP. Voilà. Bon, bah, s'il n'y a plus d'autres réactions, on va se quitter là. Je vous laisse encore quelques secondes.
Je vous ai mis du coup donc le lien du webinaire sur le fonds tourisme durable et aussi le lien direct vers le site fonds tourisme durable en PACA pour tester votre éligibilité. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais vous dire au revoir. Merci à tous de votre participation active. Merci pour vos questions. Et puis, on vous enverra donc le questionnaire de satisfaction et aussi une invitation si on voit que vous avez des besoins sur le tourisme durable pour ouvrir un nouveau webinaire. Bonne journée à tous. Au Au revoir. revoir, merci.